Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui de littérature HPI, soit dans ce cas précis, au potentiel inquiétant, ce qui n'empêche pas un immense plaisir de lecture. Reading is fundamental, c'est du RuPaul dans le texte, toujours citer ses philosophes préférés, conseil à appliquer qui plus est dans des temps troublés, 12 euphémismes, et je ne pense pas être contredite par mon invité, on lui doit une tétralogie fascinante, Les Sauvages, adaptée avec succès en série, Président Rochdy, c'est toujours oui, le roman 404 sur les dangers des IA et la propagation d'une parole raciste décomplexée, mais c'est sorti en 2019, donc depuis tout a changé. Ah non. Il vient aujourd'hui nous parler de sa dernière création, Safari, paru chez Flammarion Coédition Versilio. Bonjour Sabri Loata et merci de passer par ce studio. Bonjour. Sauf erreur de ma part, tu vis toujours aux États-Unis ? Oui. Donc le séjour français s'est-il bien passé ? Je Non. suis un peu ambassadrice, un peu. Ça se passe toujours mal mes séjours en France. C'est vrai ? Oui. Il y a quelque chose dans ce pays qui me... Au bout de 3 semaines, je deviens fou un peu. Ouais. Donc je suis content de venir et de repartir. Donc là, ça y est, on est arrivé au bout de l'exercice. Non, mais en plus, le monde va trop mal, là. C'est plus possible. Quand on me dit ça va, maintenant, j'ose plus dire autre chose que non. Et ça devrait pas aller, d'ailleurs. Et ça donne de bonnes bases de conversation. Non, mais il faut avoir des... Franchement, moi, je vieillis. Maintenant, j'ai envie d'avoir des conversations sincères avec les gens. Donc, je veux dire ça va, oui, et tout ça. Les enfants. Non, ça va pas. Le monde va mal. Là. Non, mais il y a une forme de convention. C'est vrai qu'on se dit jamais ça va, non. Parce aux États-Unis, où quand on dit ça va, ouais. C'est littéralement pas une question. C'est juste une façon de parler, d'introduire... un moment, quoi, c'est pas, mais à aucun moment il y a un point d'interrogation quand ils disent ça va. Moi, je réponds toujours in extenso. Je dis exactement pourquoi ça va pas. Parce que je dis pas seulement que ça va pas, je dis spécifiquement, je rentre dans les détails. Est-ce qu'il y a plus de raisons de se réjouir ici ou là-bas ? Mais il n'y a aucune raison de se réjouir nulle part. Non, mais les États-Unis, c'est un peu l'œil du cyclone. Ouais. Moi, j'ai une théorie, c'est que la maladie mentale nationale française concerne la France. La maladie mentale nationale américaine concerne le monde entier, malheureusement. Ouais. Donc, quand on est aux États-Unis, on est, même si on s'intéresse l'équivalent à l'américanocentrisme américain, en fait, on s'intéresse au monde entier, malheureusement, parce que c'est vraiment l'empire, là, de plus en plus. Alors, on va voir si ça apaise cette conversation, ça donne des raisons de se réjouir. Cette fois, il y a une question rituelle. Dans cette émission, la place de la musique dans ton quotidien. C'est toute ma vie. Je passe mes journées à écouter de la musique et j'écoute avec un piano, avec un clavinova, et je reproduis les mélodies que j'entends. J'ai une écoute active, en fait. J'adore la musique, vraiment. Ouais. J'aurais vraiment, si jamais j'avais grandi dans une autre famille, je ne serais pas devenu romancier, je serais devenu musicien, je pense. J'aime beaucoup trop ça. Donc oui, la musique joue un rôle essentiel. C'est un facteur d'apaisement ou même pas ? Non, au contraire, ça permet de donner forme à des choses profondes, la musique. En musique classique, par exemple, j'adorais Wagner quand j'étais jeune. Ouais. Et je vois bien, c'était pas forcément apaisant. Donc, non, mais évidemment, oui. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi on disait que la musique adoucissait les mœurs. C'est vrai, ouais. Non, mais ça excite, mais dans le bon sens. Ça galvanise un peu. Tu écris en musique ? Pas trop, non. J'écoute vraiment j'écoute vraiment sérieusement la musique, donc j'ai pas envie de faire autre chose en même temps. Mais vraiment, j'y consacre beaucoup, beaucoup de temps. Je le vois la moitié de mes journées, je pense. On parle aujourd'hui de Safari, paru chez Flammarion Coédition Versilio. L'histoire est la suivante. Lors d'une promenade dans une serre tropicale, dans un Chicago en pleine tempête, le narrateur perd momentanément la vue et son fils de 4 ans. L'enfant bien-aimé est retrouvé et ramené à son père par un certain Gabriel, qui cause donc au narrateur une double émotion, celle de sa mésaventure, mais aussi celle qui naît quand il entend parler Gabriel a exactement la même voix que le père du héros, parti 20 ans auparavant. Et c'est ainsi que l'obsession démarre. Un roman placé d'entrée de jeu sous le signe de la disparition, durable ou fugace, l'absence et ses conséquences. L'effacement inévitable du souvenir, est-ce que c'était ton point de départ ? Ah oui, super bien résumé. C'est vrai, l'effacement du souvenir, en particulier l'amnésie. En fait, c'est un roman, c'est dur pour moi d'en parler, j'aime pas en parler en fait, parce que c'est vraiment très personnel. J'ai pris quelqu'un qui a existé, mon père, et qui est mort banalement il y a 20 ans. Et j'ai transformé dans la fiction sa mort en une disparition inexpliquée. À la fois parce que je trouvais ça excitant d'un point de vue de romancier, de scénariste. Et en même temps, cette disparition, la façon dont la disparition de quelqu'un 20 ans auparavant, qu'est-ce qui reste comme trace en fait, de quelqu'un qui a disparu il y a si longtemps. En fait, j'ai voulu être fidèle à l'amnésie. Souvent, les romans sur des gens de notre famille, c'est vraiment un vrai roman, donc c'est pas du tout un truc... c'est à la fois personnel, mais c'est pas du tout autobiographique. Mais souvent, quand on veut écrire sur quelqu'un qui a disparu et dont on
et qui est mort en particulier, et dont on se souvient. On fait un effort de mémoire, et on finit par faire entendre sa voix presque. Annie Ernaux, elle fait un bouquin magnifique qu'elle a écrit, qui s'appelle La Place, où elle fait exister son père à travers des petites notations extrêmement précises. Et elle a une bonne mémoire. Moi, j'ai voulu être fidèle à l'amnésie aussi, au fait de plus se souvenir à mesure que le temps passe. On est à la radio, la question se justifie encore plus ici. Jusqu'à quel point on peut être ébranlé par une voix ? Mais c'est vrai, j'ai beaucoup pensé à la radio en écrivant le livre. J'écoute tout le temps la radio et je reconnais tout de suite les voix des gens de la radio. Et c'est important dans l'histoire parce que c'est le personnage entend quelqu'un qui a exactement la même voix que son père. Ouais. Et ça peut pas être son père, le mec est trop jeune et tout ça. Qui dit, est-ce que c'est une hallucination ? Est-ce que je deviens fou ? C'est un livre de suspense, un peu Hitchcockien comme ça. On m'a dit que ça ressemblait à Vertigo un peu, qui est un film que j'adore. Et je vois en fait, même si il y a le musée, tout ça, je l'avais pas vu. Je l'ai vu il y a longtemps, mais... Donc oui, une voix, c'est le grain même du souvenir, c'est quand on se souvient de quelqu'un. Et en même temps, à mesure que le temps passe, je ne sais pas si vous avez des gens que vous avez connus, que vous avez aimés et qui ont disparu depuis longtemps, faites l'effort de... Alors aujourd'hui c'est différent parce qu'on enregistre les gens, mais moi il y a 20 ans, mon père, on ne l'avait pas enregistré. Donc j'ai aucun souvenir du son de sa voix en fait. Et donc je pense que si jamais quelqu'un surgissait dans ma vie et avait la même voix, je ne serais pas capable de reconnaître sa voix, qui est quand même terrible quand même. Ouais. Quelqu'un qu'on a connu, avec qui on a vécu tout le temps. Donc ça finit par interroger. J'ai l'impression que le roman est assez vertigineux et je suis pas dans un état d'esprit positif parce que j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose, une sorte de vérité au fond la vérité de notre solitude existentielle un peu. Désolé. Non, mais c'est vrai. Hein. L'impression de vertige, elle marche aussi chez le lecteur. Hein. Ce qui n'est pas du tout une sensation désagréable, au contraire. Un héros attentif au son, mais avec une particularité en dehors d'un caractère un peu obsessionnel, une myopie paralysante. Est-ce que c'est pour mieux entretenir le flou et un basculement vers une ambiance inquiétante, ou en tout cas assez peu rationnelle ? Oui, c'est vrai. Non, mais là, pour le coup, c'est un truc autobiographique. Je vois de moins en moins à mesure que je vieillis. Et le monde devient complètement flou. Ouais. Et je suis complètement... Peut-être que je suis un peu hypocondriaque, mais j'ai l'impression qu'un jour, je vais devenir aveugle. Et donc, il faut que... Je vais beaucoup au musée, je vais au cinéma, j'essaie de m'abreuver de beauté visuelle, en me disant un jour, je verrai plus rien. Il me restera que ces souvenirs. Et j'imagine que ces souvenirs aussi disparaîtront. Ouais, il restera la musique. Mais alors, en dehors de l'art, je dois dire que le flou quotidien, je connais assez bien aussi, n'est pas désagréable. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir leur gueule. Mais même de manière, cette espèce d'ambiance un peu cotonneuse. Ah non, c'est gênant, c'est dangereux. Moi, je suis un père très angoissé, j'ai 2 enfants, et le fait d'être tellement myope, dès que je les emmène au parc, il suffit qu'ils fassent un tour de manège et qu'ils disparaissent derrière un truc pendant une demi-seconde pour que j'ai mon cœur qui se mette à battre plus vite. Enfin, c'est vraiment... Non, ma myopie... En fait, je suis techniquement malvoyant d'ailleurs. Enfin, j'aurais pas le droit de conduire, j'ai pas le permis, mais je vois tellement pas que je vois pas les panneaux signalétiques. Donc non, ma vie est une sorte d'angoisse permanente, et donc j'ai envie de faire payer un peu le lecteur pour qu'il ressente lui aussi un petit peu de cette angoisse. Puisque c'est la profession de ton héros, je te pose la question, l'écrivain est-il un personnage comme les autres ? Je m'étais juré de ne jamais écrire de roman avec un personnage principal qui serait un écrivain. Parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté un petit peu... le serpent qui se mord la queue. Et en même temps, je vois bien que c'est excitant parce que c'est raconter sa propre vie. Et la vie d'un écrivain, c'est pas très fun, quoi. C'est pas... Moi qui suis très sociable, je souffre de la solitude. C'est pour ça que j'écris du scénario, pour pouvoir travailler avec d'autres gens. Parce que sinon, je deviens fou à être toujours tout seul. Et en même temps, on peut pas écrire, je crois, de romans valables ou de romans sérieux. Et il y a une dimension introspective dans ce roman par rapport à mes précédents, qui étaient plus directement politiques, même si je pense que secrètement, il l'est aussi. Mais la dimension introspective vient aussi du fait qu'être un vrai romancier, c'est être seul face à soi-même. Et donc, c'est faire l'effort que très peu de gens peuvent faire, qui est d'abstraction vis-à-vis des récompenses que nous donne la vie sociale, les gratifications narcissiques qu'on a quand on va boire un verre avec une copine. Tout ça, évidemment, quand on écrit un roman, il faut s'en libérer complètement. À suivre, et en musique, Ichon, la beauté des mots, ce sera juste après la pub. Reprendrons cet entretien tout à l'heure. Direction Parc de Saint-Cloud. Nova. Radio Nova. On parle aujourd'hui de Safari, paru chez Flammarion, coédition Versilio, le nouveau livre de Sabri Loata. Tu le disais il y a un instant, tu t'étais juré de ne jamais écrire un roman dont le héros était un auteur. Là, non seulement c'est un auteur, un écrivain, mais en plus il est écrit à la première personne. Oui, ce que tu n'avais jamais fait, me semble-t-il. Non, ce que j'avais jamais fait. Ni 404, fait, ni Les Sauvages. Et je pense que je le referai pas. Vraiment, je suis gêné par l'intimité. J'ai l'impression que les gens qui lisent le livre vont découvrir des choses sur moi que j'avais pas du tout envie de révéler. Trop tard. Et sauf si le roman ne marche absolument pas, donc il faut me souhaiter ça en fait, que peu de gens lisent le livre et que donc du coup
je révèle moins que ce que je crois. Non, mais c'est difficile. Normalement, un vrai romancier, pour moi, il écrit quand même à la troisième personne du singulier. Ouais. Donc j'y reviendrai si un jour je réécris des romans. Un roman intime sans doute, mais conçu comme un récit à suspense. Ton obsession, paraît-il, est-ce que c'est un plaisir de construction ou est-ce que c'est une épreuve à gérer ? Ah non, pour moi, je juge la qualité d'un roman uniquement à la qualité de son suspense. Ouais. C'est le livre qui m'a le plus inspiré pour devenir romancier, et en fait, après, je suis devenu scénariste quand même. Mais c'est L'Art du suspense de Patricia Highsmith, qui n'était pas du tout un grand bouquin. Donc je le dis pas trop parce que ça fait pas très sophistiqué et littéraire, parce que c'était vraiment une écrivaine elle a écrit quand même des chefs-d'œuvre, hein. Monsieur Ripley, L'inconnu du Nord Express, qui ont d'ailleurs donné des films d'Hitchcock. Tiens, pour ce qui est de L'inconnu du Nord Express. Et elle racontait ce que c'était que sa vie d'écrivaine. Et ça donnait vraiment envie de... Elle racontait par exemple comment elle avait un petit appartement où elle travaillait aux États-Unis et où elle entendait des bébés à côté, à quel point elle détestait les bébés. Et moi, je me souviens et je me disais, waouh, j'aimerais tellement être comme elle. Maintenant, j'ai des bébés chez moi, malheureusement. Donc moi, c'est pas comme s'ils étaient dans la pièce. Non, je les adore, mes enfants. Mais c'est sûr que c'est très difficile d'écrire quand on a des gosses, quoi. Le narrateur est en quelque sorte écrivain privé, puisqu'il imagine pour leurs proches les histoires de personnes disparues. C'est un homme qui est plus doué pour mettre des mots sur les histoires des autres que sur la sienne propre. Est-ce que c'est facile de donner du sens à ce qu'on ne dit pas, même si on est dans un roman ? Ah, c'est intéressant. C'est vrai qu'il fait ça, qu'il écrit des romans. C'est un romancier privé un peu. Il est passé dans le privé. L'idée est géniale. Hein. Qui est un peu comme. Bah oui, mais c'est quelqu'un qui est tellement. C'est tellement violent pour lui de pas savoir. En fait, la disparition de quelqu'un, son père, ne pas savoir en fait, n'avoir aucune. Quand les enquêtes ont arrêté, quand tout s'est arrêté et que plus personne le cherche, et que malgré tout, alors il y a des gens dans la famille qui disent qu'il est mort, il y en a d'autres qui disent il a refait sa vie ailleurs, tout ça, mais ne pas savoir cette ambiguïté qui en fait, on parlait du suspense il y a 2 secondes, c'est ça le suspense, c'est pour ça que j'aime tellement ça. Les vrais romans pour moi, c'est un écrivain qui s'appelle Julien Gracq, il appelait ça, il disait dans un roman il faut retrouver le tremblement d'avenir, c'est-à-dire il faut pas qu'on soit sûr de ce qui va venir juste après. Ce qui est plus on regarde de séries télé, plus j'ai l'impression qu'on peut deviner l'épisode d'après et même la fin de la saison. Et pour moi, dans un bon texte, dans un bon suspense, on est comme dans la vie, on ne sait pas ce qui vient après. Là, par exemple, Trump vient d'être élu, on ne sait pas dans 4 ans, les gens ils disent dans 4 ans l'Amérique sera, et ils donnent leur avis, mais c'est la théorie des known unknown. Et il y a aussi les unknown, il y a ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé par l'ordonnateur de la fiction qui est... je sais pas, Dieu ou qui vous voulez, mais en tous les cas, ne pas savoir ce qui vient après, on voit bien, c'est la loi de la vie, ça nous met tous dans un état d'inquiétude, d'angoisse, et retrouver ce tremblement-là, où l'avenir n'est pas certain, dans la fiction, je pense que c'est une réussite. C'est pour ça que, franchement, j'ai réussi un truc avec le bouquin, c'est mon meilleur suspense depuis que j'écris des histoires de suspense, ça j'en suis convaincu. Les fictions que le héros écrit, il les nomme des safaris, alors pour le voyage, et aussi en hommage à Omid Safari, son peintre préféré, lui-même disparu volontaire, un peintre auteur d'une toile titrée « Chien enragé aboyant sur des hommes à la peau brune ». Comment est-ce qu'il est né, ce peintre, et est-ce que tu as visualisé ces toiles aussi fictives que son auteur ? Parce que oui, évidemment, j'ai passé un temps certain à les chercher. Beaucoup de gens le cherchent. Il n'existe pas, je l'ai inventé, Omid Safari. Ouais. Oui, non, le safari, c'est aussi l'exploration, c'est une exploration intérieure un peu. Et mais ça aussi, ça ressemble à... Vraiment, j'ai des moments de mélancolie un peu... alors que jusqu'ici, j'étais pas très mélancolique, je suis plutôt quelqu'un qui fait les choses. Mais là, d'un coup, en vieillissant, avec le monde qui devient de pire en pire, des enfants, on a des enfants, donc on est obligé de s'interroger sur l'avenir, quoi. Et de voir un peu... Des fois, j'ai l'impression que le monde défile à travers... les vitres d'une Jeep comme ça, et qu'il y a tout un bestiaire, il y a toute une savane. Bon, après, j'habite aux États-Unis, donc le roman, c'est un peu un safari américain, en fait. Parce que ça se passe quand même aux États-Unis. C'est ton roman le plus américain. Ça fait trop longtemps que j'y suis maintenant. Mon univers mental est américain, puis ma vie est là-bas, quoi. Mes enfants sont nés là-bas. C'est vrai que l'Amérique, c'est mon pays maintenant, un peu. On parle aujourd'hui de Safari, ton nouveau roman, un livre dans lequel il est aussi question évidemment de transmission, d'hérédité. C'est un héros sans père qui se retrouve lui-même père, et un père un peu trop fusionnel avec son fils. Oui. Tu l'as envisagé aussi comme un roman de transmission, d'une certaine manière ? Là, ce qui se transmet, c'est plus des phobies, et plus des... Ouais. On ne choisit pas ce qu'on transmet non plus. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais ça, je l'ai découvert, je ne le savais pas. Il y a l'éducation et la transmission, ça, on ne peut pas tout maîtriser, j'ai l'impression. Oui, mais j'avais l'impression quand même, je sais pas, par exemple, en fait, j'ai mon fils qui a 6 ans, hein, mais je vois bien qu'il développe il a une curiosité pour j'essaie de tout faire pour qu'il devienne ingénieur, qu'il travaille dans, je sais pas, l'intelligence artificielle ou médecin. Enfin, je vais avoir besoin d'un médecin, moi, quand je serai plus vieux, c'est sûr. Donc, j'ai envie qu'il soit, et je vois bien que ça marche pas. Il est attiré par les régions métaphysiques, par l'art, par la beauté, quoi. C'est donc, pas mal quand même déjà, non ? Franchement, ça fait pas une vie heureuse, quoi. Ça fait pas une... On n'est pas obligé de tout reproduire non plus. Hein. Mais aux États-Unis, il y a cette notion de pursuit of happiness. On poursuit le bonheur. Et moi, je trouve ça très sain. Et je dois dire, si jamais je ne serais pas devenu écrivain, je pense que si j'avais été américain, j'aurais cherché le bonheur par des moyens moins pervers, en tout cas. Trop fusionnel, c'est ce que l'entourage du narrateur dit dans son rapport à son fils. Parce que c'est parfois aussi un roman en forme de réunion de famille, avec ce que ça implique de plaisir et de désagrément. Sa femme, sa mère, son beau-père, sa sœur. Tout ce monde-là avec un mode de communication contrariée. Et j'ai l'impression qu'en plus, comme tout ça se passe à Noël, il y a une forme d'exercice de style. C'est un genre en soi. Mais c'est marrant que tu le vois comme ça. Moi, au contraire, j'ai senti que le bouquin est... j'ai l'impression que c'est une famille heureuse, en fait. Oui, bien sûr. Et ça, je veux dire, c'est l'impression que c'est presque une... En fait, c'est la vérité de ma vie aussi. C'est que je suis très famille et j'adore ma famille. Et même ma belle famille. Et je suis très proche des grands-parents. Ça a été un des bonheurs d'avoir des enfants, c'est de découvrir les grands-parents... qui d'une certaine façon maximise et amplifie l'amour qu'on a pour nos petits-enfants, parce qu'eux-mêmes, ça leur rappelle quand ils étaient jeunes parents. Et donc, le fait qu'ils nous voient être jeunes parents, je ne suis pas jeune non plus, mais le fait qu'ils nous voient être, en tout cas, des parents récents, et j'ai trouvé que c'était... En fait, il y a beaucoup de bonheur dans le livre, mais j'ai l'impression qu'au bout du bonheur, il y a le désespoir. En fait, voilà. Au bout du bonheur familial, qui est ce que je raconte un peu dans le livre quand même, une réunion de famille, comme tu dis, un conte de Noël presque. Mais au bout de ça, il y a quand même le désespoir le plus total. Je suis désolé, c'est pas du tout un roman positif. Non, mais je vois, c'est pas un roman positif, donc. Mais qui quand même. Oui, mais tu le disais, il y a des moments de joie, enfin, c'est-à-dire ce truc de Noël avec ce que la famille peut aussi constituer de nerfs à vivre, c'est la vie aussi, en fait. C'est pas forcément que désagréable. Souvent, je vois des histoires qui se passent, des réunions de Noël, que ce soit des films, j'en ai vu un récemment, tout ça. Et tu sens que les gens, en fait, ils parlent c'est des familles dysfonctionnelles. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est une famille fonctionnelle que j'ai raconté. Un des titres du bouquin, au début, c'était All the Happy Family, toutes les familles heureuses. Ouais. C'est le début de Anna Karénine. Toutes les familles heureuses se ressemblent, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Et ensuite, il entreprend de raconter une famille malheureuse, celle d'Anna et de Vronsky. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment... Enfin, qu'est-ce qu'il y a à raconter quand c'est une famille heureuse ? Bon, c'est une famille heureuse avec un trou au milieu, avec l'absence inexpliquée de ce père, il y a 20 ans, qui a disparu du jour au lendemain, en allant faire son tiercé. Donc, c'est pas une famille complètement heureuse. Mais malgré tout, c'est des gens qui s'aiment, qui aiment passer du temps ensemble. Voilà. Mais tu vois, c'est en ça que tu es beaucoup plus optimiste que moi. Moi, je suis persuadée que toutes les familles sont dysfonctionnelles. Ça ne veut pas dire malheureuses. Oui, c'est toi qui as raison. Du point de vue de la raison, c'est sûr. Tu vois que tu es optimiste. Toutes les familles le sont. Non, je ne suis pas optimiste non plus. Arrête. J'ai tout un personnage de pessimiste à travailler. Tu ne vas pas me faire avouer la vérité qui est que je suis très heureux. Dans ton roman précédent, 404, il était question des deepfakes appelés mirages. Est-ce que tu fais un lien entre les mirages et les safaris ? Oui, c'est vrai que c'est marrant. 404, j'essaie de jamais y penser parce que je me dis vraiment l'intelligence. En 2019, et personne parlait encore de IA et ainsi de suite. Non, mais ce qui est génial, c'est que le roman est sorti en 2019, il se passait en 2022, et tu fais c'est bon, c'est arrivé. Tout ce qui est. Ouais, c'est pas arrivé comme je l'avais prévu quand même. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, finalement, les vidéos, en fait, les gens ont tellement peu de foi et de croyances dans les médias et dans les trucs, qu'il n'y a pas besoin d'inventer, de passer par des deepfakes compliqués pour interroger la défiance du public vis-à-vis des médias, quoi. Donc c'était pas... Non, je sais pas. Non, mais moi, le point que je vois entre Mirage et Safari, c'est la capacité qu'on a à constamment interroger ce qu'on voit et ce qu'on entend, de fait. Oui, il y a une préoccupation commune. Mais il y a aussi qui se joue sur des niveaux différents, mais... Oui. Non, mais le côté les safaris, c'est aussi des consolations. C'est des consolations écrites pour des gens. En fait, les safaris, c'est des romans que le romancier fictif de mon bouquin a écrit et qui sont des romans qui racontent la vie de la personne qui a disparu sans laisser de traces depuis qu'elle a disparu. Donc, qui essaient d'imaginer ce qui a pu leur arriver. Ce qui est quand même à la limite un peu de la perversité ou alors en tout cas c'est-à-dire qu'on dit aux gens, et en fait, quand c'est vraiment très bien fait, quand ça part de ce qu'on sait de la personne qui, avant qu'elle disparaisse, ça crée ça crée une consolation en vérité. C'est-à-dire qu'on on voit la personne exister dans une vie possible. Non pas ce qui lui est arrivé
avant sa disparition, mais ce qui aurait pu se passer depuis. Ce qui est quand même, d'une certaine façon, une métaphore même de la littérature, de l'art du roman, qui consiste à... Je sais pas, je peux pas le dire en une phrase comme ça, mais on fait quelque chose avec... on fait quelque chose de l'ordre de la croyance. De toute façon, tous dans nos vies, on est confrontés à... On se lance dans une entreprise, on a besoin d'y croire. Tous, on se raconte des illusions. Tous, on vit d'illusions, en fait. C'est notre pain quotidien, c'est les illusions. Le score sur Radio Nova. Nova. Just Jack sur Nova Writer's Block. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Sabri Loata? Le Writer's Block? Non, jamais. J'ai pas toujours d'angoisse des idées. de ce côté-là, de la page Non, blanche. quand des fois j'ai des idées de romans, la plupart du temps j'ai des idées de séries, tout ça, et les séries, ça se fait une fois sur 10 000, je sais pas. Donc voilà, j'ai plein d'idées qui malheureusement never come to fruition, ne s'incarnent jamais, ne se réalisent jamais, mais au moment, j'ai toujours des idées. Quand tu as une idée, tu sais tout de suite si ça va donner matière à un roman ou une série? Tu arrives à trancher tout de suite ou parfois ça se décide en faisant? Bah non, parce que les idées de série, elles ont un truc particulier. En fait, une série, il faut savoir où on va. Donc, pour le vendre, en fait, il faut dire aux gens, voilà où ça va. Un roman, il faut être... non, je préfère largement écrire des romans, évidemment. Écrire des romans, c'est une expérience, en fait, qu'on vit. C'est une exploration où, si jamais on sait ce qui va se passer après, ça sonnera faux. Donc oui, en fait pour écrire ça ne veut pas dire que, en fait, pour écrire un roman, c'est intéressant. Il faut l'écrire une première fois, ne pas y arriver, et le recommencer, en fait. Et en fait, se remettre à chaque fois dans la position de ne pas savoir où on va. Qu'est devenu le manuscrit de Mort en haute montagne? What? Comment vous connaissez ça? J'ai lu, je me suis renseignée. Mais j'ai jamais à 13 ans. Mais si, c'est dans un papier, bien sûr. C'est marrant. C'était comment on dit, en musique on appelle ça des covers. C'était une histoire un pastiche, voilà, un pastiche dans la manière de Agatha Christie. Ils étaient 10. De toute façon, ils étaient 10. Exactement. Ouais. Ah oui, on dit plus 10 petits nègres, mais non. Ils étaient 10, voilà. Et tu avais 13 ans quand tu as écrit ça? Non, j'avais 14 en fait. Voilà. C'était la première fois que j'allais au ski à la Plagne et je m'étais dit génial, c'était tellement excitant comme décor, c'était tellement nouveau, le chalet, tout ça, la neige. Donc ça m'avait inspiré. Souvent les lieux qui m'inspirent. Là, c'est Chicago par exemple, où j'ai vécu et où il y a des hivers extraordinaires. Vraiment, c'est dantesque la ville de Chicago. Le climat, c'est ça qui est dingue aux États-Unis, c'est le climat. À quel point le climat, et on le ressent, on vit avec le climat plus qu'en Europe en fait. Il y a quelque chose de plus violent dans le climat là-bas et qui fait des... Donc quand on essaie d'écrire une histoire, de l'ancrer dans un décor américain, le climat joue un énorme rôle. Mais ça ne me dit toujours pas ce qu'est devenu ce manuscrit. Sera-t-il publié? A-t-il été gardé? Non, j'avais 13 ans. Mais alors quoi? On peut garder. Et c'est pas d'ailleurs Agatha Christie, c'est pas la seule autrice que tu pastichais, parce qu'il me semble que tu t'étais lancée aussi dans une entreprise concernant Proust. Non, ça vraiment quand j'ai découvert Proust comme tous les écrivains, j'ai vraiment été... subjugué, et donc du coup j'ai longtemps essayé. Et lui-même faisait des pastiches d'ailleurs, donc finalement on pastiche un pasticheur. Mais non, mais c'est vraiment moi les reines comme on les appelait, je me souviens, les reines du crime. C'est vraiment ça que j'adorais. Patricia Highsmith et Agatha Christie, c'était vraiment mes écrivaines. Et d'ailleurs j'ai gardé de cette époque, de ce goût de très jeune gens, un goût du suspense. Ouais. Et je peux pas supporter de lire un roman où il n'y a pas un peu de suspense au moins. Et je sais que c'est idiot parce qu'il y a des très beaux textes qui sont des pures méditations, qui sont des pures promenades où on passe, voilà. Mais c'est pas mon truc, quoi. Moi, j'aime bien quand même quand on suit un personnage et qu'on emmène le lecteur dans des recoins obscurs, mais où on le tient fermement par la main, quoi. J'avais le choix entre lire un extrait ou te faire entendre le dit extrait par la Comédie Française. J'ai étrangement opté pour la deuxième proposition. Si tu veux lier un groupe par la peur, il y aura du sang qui coulera tôt ou tard. Que veux-tu dire? Je pense que tu as très bien compris ce que je veux dire. Il te faut une victime pour les maintenir ensemble parce que tu n'as pas de caractère. Les démons d'après Dostoïevski, mise en scène Guy Cassier. Alors j'ai ouï dire que ce livre avait été une épiphanie pour toi. Ah oui, c'est le roman qui a le plus compté dans ma vie. Ouais. Parce que c'est le roman le plus audacieux et le plus bizarre que j'ai jamais lu. Une sorte de roman qui tourne comme ça, comme le poème au début en exergue du livre. Un poème de Pouchkine qui raconte les feuilles qui tournent et les démons qui tournent. Et c'est un roman sans centre, où il y a un personnage extrêmement mystérieux dont on parle pendant 200 pages et qui finit par arriver. Et puis c'est un roman politique au sens le plus fort du terme, dans le sens où Dostoïevski, qui était dans sa vie privée très conservateur, avait envie de dénoncer la jeunesse anarchiste, la jeunesse radicale. Et en fait, pour la dénoncer, comme c'était un romancier et pas un polémiste et pas un essayiste, il a incarné ces jeunes dans des romans.
Et en fait, dans des personnages, pardon, et en fait, les personnages ont pris le pouvoir sur le roman. Il a été fasciné par ses propres personnages, et d'une certaine façon, il a fini par dire le contraire de ce qu'il voulait dire au départ, lui qui était conservateur. Donc c'est un roman extraordinaire, qui est vraiment un des romans les plus bizarres jamais écrits. C'est un roman que tu as découvert à quel âge ? C'est vraiment à la mort de mon père, quand j'avais 21 ans. C'est le roman que j'ai le plus lu. Je l'ai lu, relu. La traduction de Markovitch, qui est magnifique. Je l'ai lu dans plusieurs traductions, je l'ai même lu en anglais. Bon, malheureusement, je ne sais pas lire le russe. Donc, ça se trouve, la réalité du roman m'échappera à jamais, parce que je ne l'ai pas lu dans sa langue originale. Mais moi, je crois vraiment à la traduction. Hein, je pense que... Nous reprendrons cet entretien tout à l'heure. Direction Parc de Saint-Cloud. Nova. Radio Nova. Toujours en compagnie de Sabri Loata. Et alors, si on refait un petit tour dans le passé, je le disais, on te doit aussi la tétralogie Les Sauvages, devenue une remarquable mini-série pour Canal+, co-créée avec Rebecca Zlotowski. Je rappelle l'histoire. Oui, je rappelle l'histoire quand même. Fouad, jeune acteur et fiancé à Jasmine, la fille du candidat favori à l'élection présidentielle, Ider Chaouch. Mais le jour de l'élection, Chaouch est la cible d'un tireur qui appartient à la famille de Fouad. À l'Humain, en 2019, tu déclarais « Je suis fier de la série, j'étais moins fier de mes bouquins. » Pourquoi j'ai dit ça ? Je ne sais pas, je te pose la question. Mais j'ai adoré écrire la série, je dois dire. C'était vraiment... J'ai revu des acteurs la semaine dernière. C'était vraiment un beau moment, cette série. Un vivier en plus, hein. Énormément de comédiens qu'on voit beaucoup aujourd'hui, tous fantastiques. Ça, c'est le génie de Rebecca qui a fait un casting extraordinaire. Donc oui, non, il y a... la série, c'est pas vrai en fait. Je pense que les romans, mais il faut que j'arrête de mentir quand on me pose des questions. Non, parce que du roman, moi j'ai lu une fresque sociale ambitieuse qui en appelle autant au Rougon-Macquart qu'à Millennium. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est du Virginie Despentes dans le texte. Donc, ah oui, Virginie Despentes avait aimé le bouquin, ça m'avait tellement... c'était vraiment parce que j'adore Virginie Despentes et le fait qu'elle m'avait fait un papier, tout ça, non, c'était vraiment super. Mais les bouquins sont plus... C'était vraiment mon premier livre quand même. Ouais. C'est vrai que j'ai commencé un premier livre de 1500 pages. Donc d'une certaine façon... Tranquillement. Ouais, mais donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de... Je peux pas relire. Des fois je relis, je me dis mais pourquoi c'est si long ? Pourquoi c'est... Bref. Et j'ai d'ailleurs noté que page 75, dans Safari, on peut lire « On n'est pas des sauvages ouais, ». C'est un clin d'œil ou c'est ça, c'est un clin d'œil. Ou c'est une expression que tu utilises fréquemment ? Non, c'est une expression qu'on utilise dans ma famille. Arrêtez, on n'est pas des sauvages. Tu le disais, tu es scénariste aussi et je crois que tu as été biberonné à la série télé. Ça a été une matrice importante. Une petite Madeleine sous forme de générique ultra agressif. Le générique de la série The Shield, créée par Sean Ryan, c'est une série que je t'ai vu beaucoup citer. Oui, je sais. Est-ce qu'elle a toujours le même impact ? Ah oui. Je l'ai revu récemment. J'ai revu quelques épisodes récemment. Ouais. C'est toujours aussi dingue. Et c'est de la pure série. C'est pas de la série cinéma. C'est pas de la série elevated, comme on dit, de l'horreur, qu'elle est elevated. Des films d'horreur, machin. C'est une bande de flics ripoux. C'est une bande de flics ripoux et ça prend très, très, très au sérieux. Et c'est de la pure télé. Et c'est ça que j'adorais. C'était vraiment de la série de pure... En fait, moi, j'aime bien les séries de pure télé et les romans de pure littérature, mais j'aime pas trop quand, bizarrement, un peu ce que j'ai fait avec Les Sauvages, qui était un mélange un petit peu des deux. Et là, je dois dire que The Shield, ça a vraiment bien vieilli en plus. Parce que ça va vraiment par-delà le bien et le mal, c'est vraiment extraordinairement violent. Et c'est rien de le dire. Oui. Moi, j'ai des scènes de trauma. Hein. Je me souviens d'une scène où il doit interroger un suspect qui est le grand méchant qui s'appelait Anton, je crois, quelque chose comme ça. Oui, je me souviens. Ou pour le faire parler, il lui colle la tête sur une plaque de cuisson. Je la revois d'image. C'est un exemple comme un autre. Hein. Ah, c'est super. Mais ceci étant, je conseille vraiment cette série qui, moi aussi, m'a marqué assez durablement. Les gens, souvent, ils citent plutôt The Wire parce qu'il y a un côté... c'est intelligent, The Wire. The Shield, c'est moins intelligent. Enfin, c'est du génie, mais bizarrement, il y a moins de propos, en fait. Ouais. C'est plus de la pure énergie de fiction. Est-ce qu'il y a d'autres séries qui, depuis, t'ont frappé de la même manière ? Non, franchement... Tu as arrêté de regarder ? Non, j'ai pas arrêté de regarder, mais j'ai écrit un film à partir de Safari, le roman. Ouais. Donc, et je dois dire que pour ça, donc je l'ai fait avec un ami à moi qui est cinéaste, et je dois dire il m'a introduit à au cinéma d'auteur, à des choses un peu plus... Donc je regarde plus... Puis j'ai l'impression que c'est bientôt la fin de tout ça, qu'il faut regarder des films d'auteur. J'adore Almodovar, moi, par exemple. Depuis La Piel qui est Habito, qui est vraiment... Et puis Douleur et Gloire, tout ça. J'ai même vu son dernier, que je trouve moins bien que les autres, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Et je dois dire, je sais pas, il faut... les séries, ça fait souvent
souvent j'ai le sentiment que ça pourrait être fait vraiment par ChatGPT, quoi. Donc quand je regarde des trucs sur Netflix, tout ça, c'est déprimant. Enfin, donc je suis content je préfère quand même le vrai cinéma et de plus en plus. Moi, j'aime les deux, je le dis publiquement. Je continue de me gaver de séries tout en allant au cinéma. Publiquement, j'aurais pas dû dire ce que je viens de dire. Non, bah, t'as le droit de le penser. En tout cas, l'info, c'est qu'a priori, c'est toi qui vas adapter ton propre roman. Voilà. Oui. Ouais. Oui. On a... Après, je sais pas, hein, les cinémas, tout ça, on sait jamais. Hein, mais non, je pense que ça va faire un beau film. J'espère que ça va. J'en suis persuadée. Sabri Loata, je sais que tu as travaillé avant de venir dans cette émission. Du coup, j'arrive pas à dire la phrase. Qui a un autre rituel de fin d'émission, à savoir une rafale de questions sur la musique, à laquelle je n'ai pas le droit de réagir. Je te pose les questions, tu réponds du tac au tac, et je ne juge pas. J'ai vu que tu réagissais tout le temps dans les émissions. Oui, bah je sais, je mens. Et tu crois qu'il n'y a que toi qui as le droit de mentir en interview, que je ne peux pas me mentir au sein de cette émission. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Quel titre symbolise le mieux l'enfance ? La bande-son, le score des aventures de Pinocchio de Comencini. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence ? Pour moi, l'adolescence, c'est... Attends, on peut faire pause ou pas ? Ouais, enfin, on va continuer à... Parce que je l'avais écrit, j'ai oublié. C'est le contraire, peu importe. On peut reprendre depuis le début ou pas ? Bien sûr. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance ? Le titre qui symbolise le mieux l'enfance pour moi, c'est la bande-son des animaux du bois de Katsu. Quand j'étais petit, j'adorais ce dessin animé. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence ? Là, c'est Les Aventures de Pinocchio, le téléfilm italien de 1974, qui a une bande-son superbe. Ton hit de karaoké ? Je l'ai chanté la dernière fois, c'était Don't Stop Believing, pur cliché, total cliché. The Journey ? The Journey, oui. Ouais, très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? Normalement, j'écoute pas de rap, mais j'ai beaucoup de musique de Fianso et de Soul King dans ma playlist. Fianso jouait dans Les Sauvages. Fianso jouait dans Les Sauvages, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Évidemment. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Non, ça, moi, je danse pas, par contre. Rien ne me fera jamais danser. Bon, bah, de fait, aucun ne peut te faire sortir de la piste de danse non plus. Ou alors tous. Ta chanson de comédie musicale préférée ? C'est marrant, je dis j'ai bossé, mais j'ai pas bossé cette question en particulier. Non, j'aimais bien... Ah, mais j'en ai vu une là récemment. Comment ça s'appelle ? Jolie Jolie ? J'ai vu Jolie Jolie. Absolument, de Diastème. Et moi j'adore Alex Bopin. En fait, j'adorais ses chansons, les chansons d'amour. J'adorais... je venais d'arriver à Paris en 2007, c'était dans les quartiers où j'habitais. Donc oui, j'aime bien les chansons d'Alex Bopin, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de talent. Moi j'adore Nul, la chanson d'entrée de l'écrivain. En plus c'est l'écrivain chantée par William Lebguil. Ouais. Ce qui ne s'applique pas à toi, évidemment, je le dis tout de suite. Ah, mais moi, je l'ai senti un peu comme... j'avais l'impression qu'il m'envoyait ça à la face. T'as écrit un bouquin, t'en écris plus, nul. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours ? Chapelle Roanne. Good Luck Babe. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Très bien. Bah justement, la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser. C'est elle. Elle est impossible une fois qu'on l'a écoutée. Mais c'est pas pénible. Non, c'est très beau. J'aime beaucoup. Parfait, voilà. C'était sans douleur. Je rappelle donc que Safari, ton dernier roman, est paru chez Flammarion, coédition Versilio, et que c'est absolument remarquable. Merci mille fois d'être passé par ce studio. Merci Charlie. Merci beaucoup. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.